Les incendies de Marseille sont maîtrisés après plus de 48 heures d'efforts. 3000 hectares ont été parcourus par le feu. Enquête à Ostende après la tragédie du meeting aérien qui a fait 9 morts. Tour de France cycliste, vainqueur Ulrich, premier Allemand à remporter la plus célèbre course du monde. Deuxième le Français Richard Virenque qui sera notre invité dans ce journal. Troisième l'Italien Pantani. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est après plus de 48 heures d'efforts harassants que les 1500 sapeurs-pompiers ont pu enfin maîtriser ce soir les incendies qui ont ravagé plus de 3000 hectares de forêt et de garrigues au nord et à l'est de l'agglomération marseillaise. Le Mistral, qui a cessé de souffler aujourd'hui, a bien aidé les sauveteurs qui sont parvenus à protéger pratiquement toutes les habitations et on ne déplore aucune victime. Yannick Aroussi, Gérard Gadian. Le pilon du roi sous l'assaut des flammes. Ce massif près de Mimé, au nord de Marseille, reste ce soir le foyer le plus actif. Toute la journée, les moyens aériens ont déversé des milliers de litres d'eau et de retardants. Une reprise de feu ce matin, une autre cet après-midi, toujours dans le même secteur, mais la situation n'est pas dramatique. Le foyer ne menace pas d'habitation. Et malgré les difficultés d'accès, il pourrait être maîtrisé dans la soirée, selon les pompiers. Au pied de la chaîne de l'Étoile, garrigues et pinèdes ont laissé place à un décor lunaire. 3500 hectares ont été parcourus par les flammes. Les pompiers ont cependant réussi leur mission principale, protéger les personnes et les habitations. Une tâche rendue difficile par la multiplication des départs de feu criminels. On a eu notamment dans la journée de jeudi, vendredi à samedi et dans la nuit, donc des départs de feu d'origine suspecte, je dirais, puisqu'il y a des enquêtes actuellement de police ou de gendarmerie en cours. Et ça, je dirais, c'est bien évidemment de nature à exaspérer l'ensemble des acteurs de lutte contre les feux de forêt. Ce soir, la situation est bien en main grâce au travail de plus de 1300 hommes, dont certains viennent de loin, comme ce détachement parti hier soir de Toulouse. On a roulé toute la nuit, on est arrivé à 5 h du matin. C'est un peu difficile, oui, mais on avait réussi à récupérer des plans, donc on se débrouille en lisant les plans. Mis à part le foyer du pilon du roi, les autres feux sont maîtrisés. C'est maintenant la justice qui doit entrer en action. Selon les premiers éléments de l'enquête, un déversement de résidus industriels chauds dans cette décharge à Septem serait à l'origine de l'incendie. Dans ce type d'incendie, attisé par des vents violents et tourbillonnants dans des forêts particulièrement difficiles d'accès, la pluie des Canadair et des bombardiers d'eau est déterminante. Sans relâche, une vingtaine d'avions et d'hélicoptères se sont relayés pour larguer des tonnes d'eau sur les flammes. Un travail difficile et parfois dangereux pour ceux qui l'accomplissent. Vincent de Guyenne, Emmanuel Beck. Parce que pour éteindre un feu, il faut beaucoup d'eau et vite. Écopage. Réparer partout. Ouais, on manque les écopes. Hein. D'accord. 6000 litres dans le ventre, Écope. en moins de 8 secondes. 2000. 3000. Je rentre les écopes et la puissance est affichée. Okay. La sécurité civile possède 25 bombardiers d'eau, dont 12 Canadair comme celui-ci. L'avion quitte l'élément liquide, direction le feu. Volet 0. 0. On fait la même passe, Roger. Ouais. Alors, ce qu'il faudrait, c'est qu'on tape en dessous des arbres là-bas. Hein. Taper, c'est-à-dire larguer, Oh la vache, si ça descend. Oh. parfois très près du sol. Volet 15. Ouais. Puissance. Ouais. Et quand les bombardiers d'eau sont plusieurs sur le même chantier, un hélicoptère est là pour les guider et organiser le balai. À son bord, un pompier, l'officier d'aéroguidage. L'objectif de l'officier aéro, c'est aussi de sectoriser, de catégoriser les demandes et de faire tirer les moyens aériens aux endroits les plus nécessiteux. De colline en colline, le feu avance vite. Et pour tenter de l'arrêter, trackers et Fokker lui opposent des barrières de retardants chimiques. Mais il arrive qu'au sol, les pompiers soient débordés. La scène s'est passée cet après-midi. Le feu actuellement monte sur le ballon. Le seul moyen de l'arrêter, c'est les moyens aériens, qui n'argueront pas tant que les moyens au sol seront engagés. Donc on fait un repli rapide. Oh, passe-moi sur la 23, tu me dis. Et je lui ai dit qu'il n'a pas voulu larguer, je lui disais qu'il fallait des largages. Mais le monsieur n'a pas voulu, et on s'attendait à avoir des largages exprès. Alors j'y peux rien mon gars, hein. Je vais essayer de faire protéger tes engins par des largages. Je lui demande de larguer, sur les engins il n'y a personne. Et finalement, les Canadair arrivent. Après 4 largages de produits moussants,
le danger est écarté, le feu a reculé. Ce n'est qu'aux alentours de 0 heure la nuit dernière que le Mistral, qui poussait des pointes à plus de 100 km/h, a véritablement faibli. Toute la nuit, donc, les habitants des quartiers menacés ont craint pour leurs biens et plusieurs centaines d'entre eux ont même dû être évacués par mesure de précaution. Olivier Gazzi, Jean-Claude Elfassi. Objectif, la défense des habitations. Maison par maison, ils ont combattu les flammes, parfois sous l'œil des propriétaires. Cette femme et sa sœur ne partiront qu'au dernier moment, disent-elles, pour être jusqu'au bout, aux côtés des pompiers. Même eux, les pauvres, j'en fais toujours plus. Et je pense qu'il n'y a pas de cause d'inviter à personne, quoi, toute la vie. Vous allez pouvoir sauver la maison, là? Ouais, la maison, je pense qu'il n'y a pas de problème. Hein. On a 3 lances autour. Mais le feu est en train de passer derrière. La maison sera finalement sauvée, mais pour la végétation du massif, il est déjà trop tard. Par sécurité, la mairie d'Allot évacue les zones menacées. Ici, les occupants de la maison de retraite La Provence ont dû quitter leur chambre précipitamment. Il n'y a aucune maison de brûlée, monsieur. Non, aucune. La maison de retraite, tout va bien, c'est pareil. Les 63 pensionnaires devront donc passer la nuit dans des hôpitaux de la région, rassurés par des bénévoles. Repoussé d'un côté, le feu s'étendra alors vers l'est, à travers le massif du Garlaban, en direction d'Aubagne. Mais le vent est tombé. Avec succès, les pompiers maintiendront les flammes loin des habitations. Il est 5 heures du matin. Ceux-là vont encore surveiller quelques petits foyers. Ainsi s'achève à la lueur des flamèches leur deuxième nuit blanche. Dès cet après-midi, un certain nombre de Marseillais et de résidents des banlieues nord et est ont pu regagner leur domicile pour y constater d'abord la désolation des paysages de forêts calcinées et parfois de mauvaises surprises les attendaient. Mathieu Huchet, Franz Vaillant. À Allot, le feu est maîtrisé depuis ce matin, mais la vigilance est de mise. À la moindre flamme, les patrouilles interviennent devant des habitants inquiets. Vous surveillez, et s'il y a quelque chose, au PC en bas. Quel numéro? Il y a le PC en bas au pompier. Voilà. Franck vit sur les hauteurs du village. À l'heure du déjeuner hier, il a été évacué avec toute sa famille. Il retrouve ce matin sa villa, sauvée par les pompiers. Les flammes se sont arrêtées à quelques mètres. Ça fait 2 ans que je suis ici et c'est le premier feu. Bon, et là clairement, je pense qu'il vaut mieux laisser les professionnels le soin de s'occuper de ça que prendre des risques inutiles. Hein, parce que si vous voulez lutter quand vous avez des arbres, des flammes de 10 mètres, je veux dire, avec un tuyau d'arrosage. Mais surprise, à leur retour, la maison a été cambriolée. Vous voyez, alors il y avait 2-3 sacs gros comme ça. En bas, qui sont vidés, retournés, enfin il y a les fringues, et puis là il y en avait d'autres comme ça sous le lit. Oh regarde, maman, ils t'ont cassé la boîte. Les bijoux, ça aussi, tu vois, heureusement j'avais emmené... Non, ça va. Vous avez eu le temps d'emmener quelques petites choses? Ah, j'ai emmené quoi, les bijoux, les vêtements que j'aimais, mais enfin j'aime plein de choses, donc... Bon, on peut pas emmener des choses comme aussi, parce que j'ai emmené des choses pour l'hiver aussi, en me disant... On a mis du chocolat, du lait, enfin des choses... Sur la liste, ça n'a aucun sens. Pris par la panique, difficile d'avoir les idées claires. Heureusement, les amis sont là. Et moi, il y a des collègues là, du boulot qui m'ont appelé et qui m'ont dit, donc Alain, c'est sympa en me proposant de venir chez lui s'il y avait le moindre problème et tout. Donc sympa, le propriétaire aussi m'a proposé de venir habiter chez eux. Bon, les gens sympas, bon, on a été chez des amis quoi. Hein. Philosophe, Franck et Lydia ont retrouvé le sourire, mais scrutent au loin quelques départs de feu. Sans vent, les flammes ne résistent pas longtemps. Le point maintenant sur place avec l'un de nos envoyés spéciaux, Éric Lemasson. Éric, d'abord, peut-on dire vraiment ce soir que l'incendie est maîtrisé? Oui, bonsoir Daniel. On peut dire que l'essentiel est assuré en effet pour les pompiers qui sont soulagés. Il aurait été difficile pour eux de devoir passer une 3e nuit comme les 2 précédentes. Et l'incendie, pour l'essentiel, est maîtrisé, même s'il reste, on l'a vu, d'importants foyers de reprise au nord de Marseille, dans des endroits qui n'étaient pas prioritaires, des endroits qui étaient peu urbanisés. Mais ce soir, les flammes continuent là-haut et quelques maisons d'ailleurs dans des villages ont été évacuées. Les flammes sont passées vraiment très près des maisons dans cette banlieue nord-nord-est de Marseille.
Regardez la maison où nous nous trouvons ce soir sur la commune de Dallot, au lieu-dit La Fève. Il existe comme ça des dizaines de maisons où les flammes ont été stoppées vraiment à quelques dizaines de mètres ou quelques mètres seulement grâce à la vigilance des pompiers. Et le préfet des Bouches-du-Rhône, dans une conférence de presse cet après-midi, laissait entendre d'ailleurs qu'il allait réfléchir à ces zones périurbaines de Marseille qui sont très nombreuses et qui sont un danger permanent véritablement. Alors un mot sur le début de l'enquête maintenant, l'origine de l'incendie. Alors, enquête en effet a commencé puisqu'une information judiciaire a été ouverte par le parquet d'Aix-en-Provence. Des commissions rogatoires ont été délivrées. Tout ça commencera dès demain matin. Un expert en incendie et des gendarmes se rendront sur la décharge, là où le feu a démarré vendredi sur la commune de Septèmes. Quant aux pompiers, ils restent vigilants parce qu'il faut savoir qu'un incendie, ça ne s'arrête pas tout seul et ça ne s'arrête pas rapidement. Il faudra une vigilance, un travail de plusieurs jours au moins. Merci Éric Lemasson. À Ostende, en Belgique, après la tragédie qui est survenue hier après-midi à l'occasion d'un meeting aérien, un avion s'est abattu sur des spectateurs. 8 d'entre eux, plus le pilote, ont été tués. 50 ont été blessés. Une enquête a été ouverte. La Belgique a été touchée par cet accident. Le roi en personne est venu saluer les dépouilles des victimes. Martine Laroche-Joubert. Interrompant leurs vacances, le roi et la reine des Belges, Albert et Paola, avec le Premier ministre Jean-Luc Dehaene, à la chapelle ardente où reposent les victimes. Triste épilogue d'un meeting aérien à Ostende. La sortie d'un looping se termine hier en drame. Le monomoteur d'une patrouille aérienne jordanienne s'écrase sur le public. 9 morts, dont 2 Français, un père et sa fille de 2 ans, et 55 blessés, dont 10 graves. L'avion volait, semble-t-il, à très basse altitude et il y avait des rafales de vent. Les victimes sont touchées par les pièces de l'appareil explosées à l'impact et les traînées de carburant qui mettent le feu à un poste de secours de la Croix-Rouge. Le plan catastrophe est déclenché et toutes les ambulances disponibles de la région sont mobilisées pour recevoir les blessés. À l'hôpital, les identifications des victimes sont aujourd'hui terminées. Erreur humaine ou défaillance technique, une commission d'enquête doit déterminer les causes de l'accident. 2 semaines après l'assassinat par les terroristes de l'ETA d'un conseiller municipal du Pays Basque espagnol, Herri Batasuna, la vitrine politique de l'ETA, avait malgré tout décidé d'organiser une manifestation aujourd'hui dimanche à Saint-Sébastien pour obtenir le rapatriement de tous les prisonniers politiques basques au Pays Basque. Une revendication de l'ETA qui avait été à l'origine de l'assassinat du conseiller municipal. Pascal Loucébon, Bruno Giraudot. Bien sûr, Herri Batasuna a déjà fait mieux, mais tout de même, le nombre des manifestants aujourd'hui en a surpris plus d'un, près de 30 000, sous les yeux indifférents des baigneurs qui n'ont pas eu à se plaindre d'une quelconque agitation. Aujourd'hui, pas d'hommes cagoulés de noir dans le cortège et personne n'a brûlé le moindre drapeau français ou espagnol. Herri Batasuna voulait le calme, question de crédibilité. Les milliers de gens qui sont réunis ont pour accord demandé que la répression soit mise de côté, que le nom systématique de Chevalier Aznar à Madrid change et que la seule solution valable pour le Pays Basque est une solution qui passe à travers le dialogue et les conversations politiques. Les cibles n'ont pas changé, les médias manipulateurs, la police et le gouvernement de Madrid, classiques, tout comme les slogans. Vive l'ETA militaire. Sur ces pancartes, les visages des prisonniers et des exilés indépendantistes. De la mort de Miguel Blanco et des manifestations qui l'ont suivi, il n'est pas question, sinon pour évoquer, là encore, la manipulation politique. Ça a été une provocation des ultras espagnols, malheureusement avec les compagnons d'ici, les compagnons de route. C'est regrettable, oui. Demain, Herri Batasuna ne manquera pas de saluer son propre succès. Les autres partis parleront d'un faible nombre de manifestants. Miguel Blanco est mort et la politique a repris ses droits. Le sport, le Tour de France cycliste est terminé sur les Champs-Élysées. La dernière étape est revenue cet après-midi, comme d'habitude, à un sprinter, l'Italien Menali, qui l'a emporté devant l'Allemand Eric Zabel. Menali devant Zabel. Les Champs-Élysées, où a été consacré cet après-midi Jan Ullrich, vainqueur du Tour 97, le premier champion allemand à remporter l'épreuve. Cette arrivée sur la plus belle avenue du monde est désormais un grand classique. Des dizaines de milliers de spectateurs se pressent le long des barrières pour regarder passer les héros du Tour. Cyril Deveau, Patrick Deschmecker. Ils ont parcouru plus de 800 km pour assister au triomphe de Jan Ullrich sur les Champs-Élysées. Une centaine de supporters allemands de Merdingen
le village natal du vainqueur du Tour. Avec eux des milliers d'Allemands bien entendu, mais aussi des dizaines de milliers de personnes venues spécialement pour le grand spectacle de l'arrivée de France ou du monde entier, comme cet Anglais fidèle aux Champs-Élysées depuis 1960. Nous sommes venus d'Angleterre en car avec une quarantaine d'amis. Nous suivons toutes les étapes depuis l'Alpe d'Huez. Aujourd'hui, nous étions au départ avec mes amis, vraiment très proches des coureurs. Une foule compacte s'est massée depuis tôt ce matin derrière les barrières de l'avenue la plus célèbre du monde. Une foule ininterrompue sur 2 km. Les premiers arrivés sont devant, pour les autres on s'installe où l'on peut. On cherche le meilleur point de vue sur les trottoirs ou même dans les arbres. La récompense de tant d'efforts, apercevoir un bout de maillot, comme par exemple les pois rouges du Français Richard Virenque. Avant c'était un bon grimpeur, maintenant c'est un très bon grimpeur, il a gagné sur tous les plans, il n'était pas bon en combativité, tout ça. Il s'est émancipé, c'est ce qui est compte et l'année prochaine il sera le meilleur, voilà, c'est tout. Vous l'aimez quoi? Oui, on l'aime. Des dizaines de coureurs, des milliers de spectateurs, le Tour de France a encore démontré son immense popularité. Certains parviennent tout de même à rester indifférents. Jan Ullrich, vainqueur du Tour devant Richard Virenque et l'Italien Pantani, ce jeune Allemand de 23 ans, né en Allemagne de l'Est, s'est véritablement révélé au cours de ces 3 dernières semaines. Au départ à Rouen, il n'était encore que l'équipier du vainqueur de l'an dernier, Bjarne Riis. Claire Reynaud, Jean-Paul Chausset. Un vainqueur au grand cœur. Le premier geste de Jan Ullrich cet après-midi, après avoir coupé la ligne, c'est de féliciter son prédécesseur et coéquipier Bjarne Riis, avant d'être littéralement encerclé et assailli par les médias. Le tout sous l'œil légèrement impatient de sa maman et de sa sœur. Le jeune Allemand, lui, est toujours égal à lui-même, impassible, presque absent de l'événement. Pas d'expression de joie démesurée au moment d'être sacré. Là encore, c'est sa mère qui manifeste le plus ses émotions et sa fierté. Une fierté qui est aussi nationale, car à 23 ans, Jan Ullrich, en plus d'être l'un des plus jeunes vainqueurs de l'épreuve, est surtout le premier Allemand à remporter le Tour de France. Je me sens merveilleusement bien, le soleil brille et moi je suis maillot jaune, même si je ne le réalise pas encore vraiment. En tout cas, je sais que j'ai vraiment de la chance de vivre ce moment. Un moment qu'il peut enfin partager avec Gabi, sa fiancée, et Marianne, sa maman, qui n'en finit plus de l'embrasser. Et puis c'est déjà l'heure de retourner à ses nouvelles obligations de champion. Parce que le maillot jaune, désormais, n'est plus tout à fait maître de son destin. Quand on remporte le Tour de France, on appartient un peu à tout le monde. Ce Tour de France 97 aura été dominé donc par l'Allemand Jan Ullrich, incontesté dans le contre-la-montre, très bon en montagne. Pour autant, les grands moments n'auront pas manqué, notamment à l'initiative du Français Richard Virenque, amateur de chevauchée fantastique. Florent Gautreau, Alain Poirier. On a coutume de dire que ça arrive même aux meilleurs, mais une telle malchance pour un favori à la victoire finale, on avait rarement vu ça. Malchanceux et tout simplement moins fort, Bjarne Riis, le roi danois du Tour 96, est destitué. Son tour d'errance s'achève à la 7e place, 26 minutes derrière son coéquipier Jan Ullrich, jeune et déjà en jaune. La passation de pouvoir a eu lieu le mardi 15 juillet sur les hauteurs d'Arcalis. En Andorre, Ullrich se réveille et assomme le Tour. Il se débarrasse de Virenque et prend le maillot jaune qu'il ne quittera plus. Ullrich le champion, Virenque le chouchou, le Tour tient ses héros. Le duel atteint son paroxysme dans le contre-la-montre de Saint-Étienne quand Ullrich, impressionnant de puissance, double le Français. Ullrich est célèbre. On le compare déjà à Merckx ou à Indurain. L'Allemand, lui, traverse cet océan de sollicitude avec une incroyable sérénité. Il faut dire que le public français s'est pris d'amour pour le deuxième. C'est la Virenque-mania, une maladie aux symptômes proches de la varicelle. Un peu partout sur la route du Tour, les points rouges fleurissent. Virenque se construit une popularité à la Poulidor et en plus, il gagne. À Courchevel, l'homme aux pois rouges entre dans la légende des Alpes et dans le cœur des Français.
Et cette année, les routes de France ont souri aux Français. 6 victoires d'étape et des équipiers anonymes récompensés. Brochard, Desbiens, Mangin, Rousse. Mais l'échappée belle de Cédric Vasseur vers la Châtre restera la plus grande des pages écrites par les cyclistes tricolores. Laurent Jalabert, lui, a craqué. Le coureur de Mazamet, mal préparé, a souffert comme jamais. Il termine à près de 2 heures du premier. Autre déception, Luc Leblanc. Blessé à la hanche, il abandonne après 13 étapes de souffrance. Mais les larmes les plus difficiles à sécher resteront celles des copains italiens de Fabio Casartelli. 2 ans après sa mort dans le col du Portet d'Aspet, les coureurs se sont arrêtés. Impossible d'oublier les terribles risques de ce dur métier. Cette année encore, les chutes n'ont pas manqué, heureusement sans gravité. Le Tour est l'épreuve majeure du calendrier, les coureurs vont vite et sont prêts à tout pour décrocher la victoire. Au moment du sprint, les sourires disparaissent. Lancé de bidon, coup de tête intempestif, résultat 3 vainqueurs d'étapes déclassées du jamais vu. Mais comme d'habitude, le Tour a été difficile et passionnant. C'était le Tour d'Ulrich et de sa maman. C'était un Tour émouvant dont le prince est un enfant de 23 ans. Avec nous sur ce plateau, Richard Virenque. Richard, bonsoir. Bonsoir. Des millions de Français voudraient bien être à ma place ce soir pour vous féliciter tout simplement de ce magnifique Tour de France. Vous êtes depuis longtemps sans doute le coureur français le plus aimé du public. Est-ce que vous avez une petite idée? Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas, c'est moi et je sais pas, ma façon de faire, ma façon d'agir, ma façon de parler. Donc tactique de course, l'équipe Festina qui plaît. Donc est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu parce que vous n'êtes pas calculateur, vous êtes un amateur de chevaucher, presque un coureur cycliste d'un autre temps, qui aime faire des coups? Des anciens temps, ouais, avec le maillot à pois, tout le monde aime bien les grimpeurs. Le maillot à pois, c'est la générosité, donc dans l'effort. Et pour moi au début, je calculais pas trop mes efforts, donc je faisais le spectacle. Bon, cette année, en faisant un spectacle, on a réussi quand même à faire 2e du Tour et faire une super... avec l'équipe Festina, faire un super tour et gagner une étape pour moi, remporter le maillot à pois pour la 4e fois consécutive, pour moi c'est... Richard, entre ce soir et vos débuts à la Londe des Morts et dans l'équipe de Mandelieu, c'est passé pas mal d'années. Qu'est-ce qui vous a amené au vélo? Mon frère qui a commencé à faire du vélo à l'âge de 13 ans, moi j'ai commencé aussi à 12 ans, l'école de cyclisme, et d'année en année je me suis aperçu que j'avais des capacités, mais surtout les études, ça me plaisait pas du tout, donc j'ai trouvé une excuse de faire du vélo pour arrêter l'école. Quel était votre champion favori, votre idole lorsque vous avez commencé? Ça a été Bernard Hinault, par son panache, sa façon de courir, il faisait tout sauter. Et après ça a été Greg LeMond au niveau popularité qu'il pouvait avoir, sa façon de s'exprimer. Il parlait français mais avec l'accent américain, c'était assez sympa. Alors, parlons un peu des choses qui fâchent. Qu'est-ce qui vous manque pour gagner un Tour de France? Qu'est-ce qui manque? Vous savez, j'ai fait... Pour être autre chose qu'un brillant second. Ouais, j'ai fait 3e l'année passée, 2e cette année. L'année prochaine, on va essayer de venir pour gagner. Mais ce qui manque, je pense, c'est l'opportunité de tomber sur une année sans un plus fort que soi. Et cette année, il y avait Ulrich. L'année passée, il y avait Ries et Ulrich. Moi, j'ai la chance d'être régulier sur tous mes tours. Chaque année, je suis présent. Donc, on a aussi, nous, tous les amateurs, envie de vous pousser dans les contre-la-montre. Qu'est-ce qui fait que vous ne réalisez pas d'excellentes performances dans mon gabarit, mais bon, je me suis vraiment amélioré parce que j'ai fait quand même des bons chronos ces derniers temps. Et hier, on ne vous a pas rattrapé. Oui, voilà, mais j'ai le gabarit d'un grimpeur, donc je fais 64 kilos pour 1m79 et j'ai un muscle assez fin. Et quand on regarde Ulrich, on me met à côté, et il a une musculature plus impressionnante que moi, donc il faudrait que je change peut-être ma musculature pour le bas dans les chronos, mais je préfère rester comme je suis et attendre que Ulrich cède sa place. Ulrich, c'est un super champion ou c'est le vainqueur 97 et peut-être pas plus pour vous? Pour moi, c'est le vainqueur 97. Il a démontré qu'il était très fort. Il a démontré qu'il faisait vraiment des très grands contre-la-montre, qu'il était fort en montagne. Mais il a démontré aussi une chose, c'est qu'il finissait le tour fatigué. Il est prenable? Donc moi ça m'a en tout cas encouragé mais pour même cette année pour pouvoir attaquer au Ballon d'Alsace, c'est pour ça qu'on avait attaqué. Alors je voudrais terminer sur une note qui montre bien que vous êtes un homme généreux. Tout le monde se souvient, peut-être pas d'ailleurs, de 1994, vous aviez offert vos primes du Tour de France pour le Rwanda, pour les réfugiés du Rwanda. Et cet après-midi, vous avez décidé d'offrir vos primes également à tous vos coéquipiers pour les remercier. Ça c'est une chose normale. Ça c'est Richard Virenque. Non, je crois que tous les leaders des équipes qui
quand l'équipe elle donne à fond, elle travaille rien que pour un coureur, c'est normal que les coureurs soient récompensés et toutes les équipes font pareil, donc que ce soit moi ou une autre, c'est normal. Ils partagent les prix en 8 parts, plus l'encadrement qui touche 15% de cette part, donc ça fait un bon comme un mois de juillet, mais bon, ça n'a rien à voir encore avec des grands sports qui sont la F1, le foot, le tennis. Vous êtes heureux ce soir, Richard? Je suis un homme comblé, heureux, et je suis un peu déçu que ce soir, il y a ma femme qui est loin de moi, qui est couchée, qui va bientôt accoucher. Un petit bébé. Elle va avoir une petite fille, donc elle ne pourra pas passer la soirée avec moi, elle est malheureuse. Mais elle vous regarde sûrement. Elle me regarde sûrement et je l'embrasse et je la rejoindrai dans quelques jours, mais pour moi c'est un jour fantastique aujourd'hui. Je suis fier de moi, fier de l'équipe et j'ai hâte quand même au Tour 98. Et merci encore de nous avoir fait tant vibrer pendant ces 3 semaines. Merci Richard. Merci à vous. Formule 1, Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim, la victoire d'un revenant, l'Autrichien Gerhard Berger sur Benetton Renault à l'issue d'une course qu'il a menée de bout en bout. Laurent-Frédéric Bollet. C'est la belle histoire du jour. Gerhard Berger, 37 ans, malade des sinus depuis plusieurs mois, hospitalisé récemment et qui en plus a perdu son père la semaine dernière. Berger donc renoue avec le succès, son premier depuis 3 ans. Berger qui prend le meilleur départ et qui laisse les autres en découdre. Irvine et Frentzen qui s'accrochent et abandonnent dès le premier tour. Coulthard qui renonce dans le fief de Mercedes. C'est tout bon pour l'Autrichien qui doit seulement doubler des adversaires après ses 2 arrêts au stand. Il s'agit d'abord de Mika Häkkinen, dont le cas est vite réglé. Dans le stand Benetton, on apprécie. Il s'agit ensuite, et c'est plus coriace, du jeune Italien Fisichella sur Jordan Peugeot, qui peut prétendre à la victoire. Berger, là aussi, n'a pas d'état d'âme. Il double imparablement l'Italien et s'envole vers sa 10e victoire en Grand Prix. Fisichella qui a la malchance de voir son pneu arrière gauche le trahir à quelques kilomètres du but. Dommage pour celui qui remplacera justement Berger chez Benetton la saison prochaine. Quant à Jacques Villeneuve, c'est le grand perdant du jour. Abandon au 33e tour, un week-end à oublier pour le Canadien qui voit Schumacher prendre la 2e place et le distancer de 10 points au championnat. À signaler que Jarno Trulli sur la Prost prend la 4e place, Alesi la 6e, mais loin derrière l'intouchable Berger. Si vous aimez les vacances originales, rendez-vous dans les Cévennes pour y devenir le temps d'un séjour chercheur d'or. Pour cela, il suffit de s'installer sur la rivière, la 16, et avec un peu de chance, vous pourrez récolter quelques pépites. Mathieu Huchet et Dominique Bonnet. Or en France, à 5 cm sous vos pieds, vous marchez sur l'or. François est un orpailleur professionnel, installé dans les Cévennes il y a une quinzaine d'années. Pas avare de son savoir, il initie aujourd'hui des vacanciers au métier de chercheur d'or. Alors monsieur, vous travaillez toute l'année, quand vous venez en vacances, vous faites des trous, c'est pas dur ça? Oh bon, non, c'est pour le plaisir. C'est pas mieux d'être sur une plage ensoleillée? Oh allez, c'est pas mon truc ça. C'est pas mon truc, la plage, la bronzette, non, c'est pas mon truc. Et l'or est là, le long de cette rivière. Il faut juste savoir le conquérir. Tamis et bâté en main, Gilles et sa famille doivent trouver le geste juste et régulier, celui qui sépare l'or de la terre. Là, il faut être quand même prudent parce que c'est à ce niveau-là qu'on va trouver les paillettes. Hein. Donc il faut, si vous voulez, le mouvement que vous faisiez avant, vous le faites de la même façon, mais plus à plat, la battez plus à plat. Parce que si vous faites avec trop d'amplitude, vous allez perdre, vous voyez, on risque de perdre les paillettes. Tandis que plus à plat, le même mouvement plus à plat, vous voyez. Voilà. Et là, on commence à éliminer tout ce qui ne nous intéresse pas. Voilà, ouf, on les voit là. Vous voyez les grosses paillettes. Non, ce sont de très belles paillettes. Hein. Qu'est-ce que vous allez acheter avec tout ça alors? Ouh, alors là, je pense que s'il y avait vraiment de l'argent à faire, je crois que monsieur serait beaucoup plus riche que moi. Et il vivrait pas de stage. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce stage? Oh, c'est plutôt l'insolite en fait. Alors qu'est-ce qu'ils viennent chercher les gens là? Du rêve ou de l'or? Essentiellement du rêve. L'or, c'est accessoire. Hein. Je crois que c'est le rêve. Et ça correspond à un mythe. Autrefois, nos ancêtres pensaient qu'une paillette d'or, c'était un morceau de soleil qui était tombé sur la terre. Et je crois que le mythe existe toujours, perdure. Hein. Et c'est un peu magique quand on arrive au fond de la bâtée qu'on voit ce jaune brillant. 21 carats, un or pratiquement pur, mais rare. Jules César et son empire sont passés par là. Durant l'Antiquité, la Gaule était le principal fournisseur de Rome.
Une nouvelle fois, un avertissement: prudence en montagne pour les alpinistes plus ou moins bien entraînés l'été. 7 d'entre eux se sont tués ce week-end dans les Alpes, côté français et côté italien. Dans le massif du Mont-Blanc, 2 jeunes vacanciers qui participaient à un stage en montagne ont donc fait une chute mortelle à 3900 mètres d'altitude. 1000 montgolfières, pas moins, dans le ciel de Lorraine. Le plus grand rassemblement du monde vient de commencer sur la base de Chamblay, en Meurthe-et-Moselle. Les présentations et les vols vont se poursuivre pendant une dizaine de jours. Un spectacle magnifique. Jérôme Soulard, Sylvain Gauthier. Secouer, souffler, gonfler pour se donner la chance de décoller. 2 siècles après l'invention du ballon à air chaud, les héritiers du génie pilâtre de Rosiers n'ont toujours pas touché terre. Il y a 214 ans, effectivement, que Pilâtre de Rosiers s'est envolé pour la première fois. C'était une grande première, envolé au-dessus des cathédrales. Et je crois que l'esprit est resté une sorte d'esprit de chevalier du ciel, de conquête. On a l'impression, vous imaginez que vous êtes sur votre balcon, au 5e étage, et que votre balcon se détache tout doucement de la maison, et que vous partez comme ça au gré du vent, à la vitesse du vent. Une même flamme qui anime les 1000 pilotes de ce rassemblement. Un merveilleux ballet multicolore, 5 continents ici représentés pour une passion commune, la liberté sans limite. On peut démarrer d'où on veut, on ne sait pas où on va, et puis on a une sensation de liberté qu'on n'a pas ailleurs. Vous voyez, il y a le silence, sauf quand on met le brûleur. 10 jours en Lorraine, entre ciel et terre, le plus grand rassemblement du monde de montgolfières. Une fierté pour la région qui célèbre à sa manière la plus belle des inventions françaises, la conquête de l'air. Voilà, dans un instant, la météo de Nathalie Riouet. Soleil et chaleur pour demain sur l'ensemble de la France. 0h10, le dernier journal, Véronique Tavot. Demain, 13h, Patrick Chêne, de retour du Tour de France. Quant à moi, je vous retrouverai à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.